C'est tout l'intérêt d'un ouvrage de type atlas, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des images de référence de telle ou telle pathologie en tête. En fait, on n'a pas toujours l'opportunité de croiser toutes les pathologies en même temps, et certaines pathologies sont relativement rares. On peut en croiser, on va dire, une ou deux fois dans sa carrière. Pour autant, c'est important de les reconnaître et éventuellement de savoir les prendre en charge, et en tout cas de ne pas les méconnaître. Donc, c'est important d'avoir véritablement l'image de ce que l'on peut voir. Quand on l'a vu dans un livre, lorsqu'on y est confronté en clinique, paf, immédiatement, ça lève un drapeau dans sa tête et ça permet de reconnaître les choses et de s'orienter vers quelque chose qu'on aurait peut-être ignoré si on n'avait pas vu au préalable à quoi ça ressemblait. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi la correspondance entre ce qui est vu en clinique et l'entité pathologique que l'on voit. Est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas, est-ce qu'il peut y avoir telle ou telle forme, voilà. Donc ça permet aussi de s'aider dans la pratique courante en dehors de la connaissance de base qui est de reconnaître. C'est aussi connaître et reconnaître chaque pathologie, et l'image, ça aide énormément évidemment. Parce que la cornéologie, c'est une spécialité qui est très très visuelle. Moi, je le vois quand on me demande des avis secondaires en cornée. C'est très très difficile de donner un avis juste et précis sans avoir vu la cornée elle-même ou sans avoir au moins une image. Heureusement, ces derniers temps, on a des systèmes d'imagerie qui sont un petit peu plus évolués qu'il y a quelques années, donc on peut voir un peu ce qui se passe, et évidemment on est beaucoup plus précis dans ce qu'on dit lorsqu'on voit les choses. Et bien un atlas, ça sert à ça, ça sert à voir les images des différentes pathologies, des différentes entités pathologiques pour mettre une étiquette dessus, les comparer par rapport à ce qu'on voit. C'est tout l'intérêt d'un livre de type atlas. Il y a beaucoup de développements technologiques qui ont servi à la cornéologie ces dernières années, en particulier les 10 dernières années. Il y avait déjà pas mal d'appareils, mais certains ont été modernisés et ont été implémentés, comme par exemple les topographes d'élévation qui existaient déjà à l'époque de la première version de l'atlas de Cornée, mais qui depuis ont fait d'énormes progrès. En particulier, il y a des abéromètres qui se sont intégrés à ces topographes. Les topographes sont multi-usages, c'est-à-dire qu'ils font non seulement abéromètre, mais ils font élévation plus placido en même temps, plus abérométrie. Ils ont des fonctionnalités qui peuvent être encore supérieures. Par exemple, ils peuvent renseigner sur la biomécanique de la cornée, ce que ne faisaient pas les abéromètres à l'époque. Ils peuvent être en lien avec les plateformes de traitement, comme les plateformes laser. Là aussi, c'est quelque chose qui s'est développé ces 10 dernières années de manière importante. Et puis, sur ces topographes, bien sûr, les interfaces, ce qu'on appelle les logiciels propriétaires, c'est-à-dire les cartes, les différentes cartes, les façons de présenter les choses, les indices qui sont proposés, qui ont été vérifiés, qui ont été travaillés, et donc en gros, l'aide au diagnostic que fournissent ces topographes. Mais c'est vrai pour les topographes, c'est vrai aussi pour les autres appareils qui sont sortis entre-temps. Évidemment, quand on pense, on va dire, appareils modernes en cornéologie, on ne peut pas faire l'abstraction de l'OCT. Aujourd'hui, l'OCT de cornée, c'est devenu l'appareil proéminent en cornéologie. Avant, on travaillait avec du time domain. Alors évidemment, le time domain, c'était intéressant pour voir toute la cornée, mais ce n'était pas suffisamment précis pour aider véritablement au diagnostic. Aujourd'hui, avec les swept sources, on a des résolutions qui tournent entre 3 et 5 microns latéraux et entre 7 et 15 microns, comme on dit, en axial. Et donc là, on a des résolutions qui sont carrément des résolutions de l'ordre de la cellule. Et à ce niveau-là, on voit très bien les tissus, on fait des diagnostics, on fait des bilans d'extension, que ce soit de cicatrices ou de processus pathologiques. On a des vitesses d'acquisition qui permettent un tout nouvel usage. Par exemple, on travaille aujourd'hui avec des cartes d'OCT, c'est-à-dire finalement des topographies OCT. Là aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Je pense à la topographie OCT épithéliale, ce qu'on appelle le mapping épithélial.
en langage anglo-saxonisant, mais les cartes stromales en miroir sont accessibles aussi, en particulier dans les dépistages précoces, comme par exemple pour le kératocone. L'EOCT a vraiment fait beaucoup de progrès et aide à la fois au diagnostic, mais aussi à la stratégie thérapeutique aujourd'hui. Il y a eu les mémographes qui sont arrivés, les appareils qui permettent de regarder précisément et de quantifier l'atteinte des glandes de mébomus au niveau de la paupière, avec toute la pathologie de surface associée. Hier, c'était une pathologie qui était au mieux ignorée et au pire qui était l'épine dans le pied de l'ophtalmologiste et du patient, parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire, on traitait avec des lubrifiants et puis c'est tout. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus catégorisées que ça. Dans la surface oculaire, on est capable de quantifier les problèmes mébomiens avec ces appareils qui sont très accessibles. On est non seulement capable de quantifier les problèmes de glandes de mébomus, mais aussi la qualité du film lacrymal, puisque ces appareils donnent la qualité du film lacrymal, et au-delà de la qualité du film lacrymal, ils donnent aussi l'incidence sur la vision du film lacrymal, avec l'incidence des battements de paupières, etc. Et donc on a même jusqu'à des indices quantifiés d'atteinte lacrymale ou de surface oculaire, ou des indices quantifiés, distorsion de l'image, si on peut dire, donnés par ces appareils en clinique courante. Et donc on est capable aujourd'hui de quantifier la gêne d'un patient qui hier était un patient qui était ennuyeux et qui embêtait tout le monde à venir toutes les semaines en consultation pour un problème qu'on ne diagnostiquait pas et qu'on ne voyait pas. Donc ça change beaucoup les choses à la fois pour le praticien mais aussi pour le patient dont on est capable de quantifier, d'objectiver la gêne et donc qui se sent véritablement aujourd'hui beaucoup mieux pris en charge. Donc ces appareils-là ont aussi sont rentrés finalement dans les mœurs. C'était des appareils qui commençaient à exister, mais aujourd'hui, ils rentrent véritablement dans la pratique courante. Il y a eu des microscopes spéculaires qui sont sortis non contact, donc qui aident aussi, avant toute chirurgie de la cataracte, à quantifier l'endothélium, et donc à partir sur des bases sinon sécuritaires, tout au moins des bases d'information aux patients tout à fait objectives et beaucoup plus facilement entendable par le patient que je suis désolé, je vous opère de la cataracte, mais ça s'est mal passé. Là, si avant on peut lui dire il y a un risque à vous opérer, on le prend ensemble ou on ne le prend pas, évidemment ça change totalement les choses en termes de prise en charge. Enfin, il y a les développements des plateformes. Alors ça, c'est plus vraiment les appareils en soi, mais c'est la façon dont on a accès aux appareils. C'est-à-dire qu'hier, il y avait des appareils qui étaient très chers, des appareils qui étaient des appareils de recherche. Par exemple, je pense à la microscopie confocale in vivo. On ne va pas s'acheter quand on est dans un cabinet un microscope confocale in vivo qui vaut très cher et qui sert tout au plus 1 ou 2 fois par an de manière très très importante et puis qui, le reste du temps, est un gadget. Alors que on serait intéressé d'avoir tel ou tel renseignement à partir de ce microscope, mais sûrement pas au prix que vaut l'achat de ce matériel. Eh bien, aujourd'hui, de plus en plus, des plateformes d'imagerie se développent, qui sont des plateformes sur lesquelles les patients peuvent aller, des plateformes qui sont suréquipées, on peut le dire, en tout cas qui ont les derniers équipements, avec une mutualisation des moyens pour les différents patients. Et donc aujourd'hui, son patient en ville, on peut l'envoyer sur ces plateformes et il peut bénéficier de tel ou tel examen ou tel matériel, le dernier cri, qu'on ne se serait pas forcément acheté soi-même. Donc c'est l'accès aussi à ces imageries qui est importante. Et donc hier, quand on parlait seulement d'appareils un peu vulgarisés parce que les autres c'était de la haute spécialité, on parlait de tous les appareils, avoir accès à tous les appareils, parce que si on ne l'a pas soi-même, eh bien on peut, le patient peut en bénéficier sur une plateforme et on va revenir avec les résultats qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, finalement, l'accès à tous ces appareils c'est vulgarisé et donc c'est intéressant d'en avoir les résultats, de voir ce qu'on peut en attendre, notamment dans un ouvrage qui montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir avec ces appareils qu'on n'a pas forcément soi-même. Les traitements qui changent, j'ai envie de dire, c'est un petit peu lié à la question précédente, c'est-à-dire les appareils qui changent la prise en charge, changent aussi finalement les traitements, parce que les traitements, c'est la prise en charge. Donc, plus on a accès à des appareils, plus on peut proposer des traitements fins, précis et ciblés sur telle ou telle pathologie. Donc,
toutes les nouvelles technologies que j'ai citées amènent de nouveaux traitements. Je prends l'exemple du mébographe, par exemple. Aujourd'hui, des mébographes permettent aussi des traitements de paupières un petit peu particuliers avec des solubilisations du mébum par massage et chauffage des paupières. Ces traitements-là, ils n'avaient pas de sens quand on n'était pas capable d'évaluer leur efficacité sur les mébographies avant. De même que j'ai cité les cartes OCT de l'épithélium, eh bien aujourd'hui, c'est sûr que quand on repère une anomalie précoce associée à un astigmatisme, alors qu'on n'a pas forcément de pachymétrie plus fine pour diagnostiquer un kératocone, eh bien, on a envie de se dire qu'on a un suspect et donc qu'on n'ira pas nécessairement vers un traitement réfractif chez ces patients. Et on peut décliner ça avec toutes les autres technologies. Je n'ai pas parlé des OCT embarqués, par exemple, mais les OCT embarqués sur les systèmes de microscope opératoire, par exemple, qui sont de l'imagerie, une nouvelle imagerie qui n'existait pas, et dont il y a quelques exemples dans l'atlas, dans l'ouvrage, eh bien ça permet d'opérer de façon un petit peu différente. Ça change la prise en charge opératoire. Il est certain que là où on dénudait la desmette avec une big bubble et le risque d'éclater la desmette relativement facilement quand on opérait, eh bien, quand on sent que le risque est un petit peu plus important, on a tendance à aller vers une kératoplasie lamellaire antérieure profonde, couche par couche, beaucoup plus facilement, parce qu'avec l'OCT, on voit ce qui reste directement, on voit où on se trouve, ce qui était complètement à l'aveugle, si je puis dire, à l'époque où on n'avait pas l'OCT embarqué. C'est vrai pour les greffes endothéliales. Aujourd'hui, avec les microscopes spéculaires faciles, avec les nouvelles techniques de greffe endothéliale, telles que la DIMEC, on va plus facilement vers les greffes endothéliales, avec un moindre coût pour le patient en termes de récupération, en termes de coût visuel. On récupère beaucoup mieux, on récupère plus vite. Du coup, eh bien, des interventions de cataracte qu'on n'aurait pas nécessairement fait ou qu'on aurait fait peut-être beaucoup plus tard avec un handicap plus long pour le patient, on va peut-être les faire un petit peu plus tôt en se disant que finalement, si l'endothélium doit souffrir de cette intervention, c'est pas si grave que ça, puisque derrière, on a une solution qui est très acceptable pour le patient. Donc, là aussi, ça change beaucoup et c'est un raisonnement qui a complètement changé par rapport à quand j'ai commencé la cornéologie et voire même par rapport à il y a quelques années. On ne raisonnait pas du tout de la même façon. Aujourd'hui, on raisonne en termes de coût visuel et de coût social pour le patient, avec des techniques qui sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles pour à la fois le chirurgien et pour le patient. Oui, après, ça demande de prendre une boule de cristal. Alors c'est vrai que nous, les scientifiques et les médecins, on n'aime pas trop la boule de cristal, parce que les prévisions sont faites pour être déjouées et pour ne pas être vérifiées, ça c'est sûr. Mais c'est ce qui fait la beauté des changements, c'est qu'on ne les attend pas forcément. Les ruptures technologiques, par définition, c'est des choses qu'on n'attendait pas et qui surviennent. Mais parmi les choses qui sont un peu prévisibles, on peut se dire que nos indications aujourd'hui, elles vont sûrement bénéficier, d'ailleurs probablement plus en médecine qu'en chirurgie, de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Je ne pense pas que je m'avance beaucoup en disant ça. On sait déjà ce qui existe, et ce qui existe est déjà très fort dans d'autres domaines que la cornéologie. Je pense à la rétine, je pense au glaucome. Donc il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas en cornéologie à un moment donné ou à un autre. Et je connais des laboratoires qui travaillent activement sur le sujet avec beaucoup de moyens et beaucoup de succès, donc ça devrait arriver à un moment donné ou à un autre. Après, on parlait tout à l'heure de l'imagerie embarquée. C'est vrai que l'imagerie embarquée aujourd'hui a un certain coût, et qui dit coût dit développement, on va dire, confidentiel. Mais ce coût-là, il est amené à diminuer, les appareils sont amenés à se miniaturiser de plus en plus, donc vraisemblablement les gestes chirurgicaux seront probablement
on va dire, améliorée par ce genre de technologie. On le voit en robotique. Je suis un petit peu la robotique chirurgicale, ce qui n'était pas possible il y a 12 ans exactement. L'imagerie embarquée n'était pas suffisante et pas suffisamment miniaturisée, est aujourd'hui tout à fait développée et au-delà de la preuve de concept, parce que les appareils le permettent. Donc dans un futur très très proche, je pense qu'il y aura beaucoup de progrès dans ce domaine aussi, qu'on va changer à la fois notre prise en charge, c'est-à-dire notre façon de diagnostiquer les choses, et notre traitement en soi grâce à ça. On va sûrement du coup automatiser de plus en plus certaines étapes chirurgicales. On peut dire que déjà pour la cataracte, on est quasiment manuellement automatisé, c'est-à-dire qu'on a des pas chirurgicaux qui sont très très bien définis, on va dire mécaniquement, mais pour la cornéologie, il y a encore du travail à faire et probablement que là, ça va s'améliorer aussi. Enfin, je pense qu'il va y avoir de nouveaux traitements néo- ou adjuvants, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est chirurgie ou médecine, j'exagère un peu, mais on a très peu de protocoles qui intègrent à la fois des médicaments très actifs et des chirurgies associées. Je pense notamment, on parle depuis des années des roquinases pour l'endothélium et les greffes endothéliales, on ne les voit pas tellement arriver, on ne sait pas s'ils arriveront, mais par contre les anti-VEGF, notamment qui sont utilisés en rétine, mais en cornée, on peut imaginer travailler sur la vascularisation cornéenne pathologique. Et c'est déjà ce qu'on fait d'ailleurs, ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans, en associant des anti-VEGF locaux. Je pense aux growth factors qui arrivent, qui sont encore un petit peu chers, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas vulgarisés, mais il y a des pays où aujourd'hui ils sont beaucoup plus utilisés que nous parce que les prises en charge ou les coûts sont différents. Un beau jour, ils vont débarquer chez nous aussi. Ils existent, mais on n'y a pas tellement accès à cause de leurs coûts. Mais ça va à un moment donné ou à un autre, ça va se démocratiser, ça c'est certain aussi. Et là, je pense à tout le pan de la cicatrisation cornéenne qui va être bouleversé ou qui sera probablement bouleversé grâce à ça. Et après, si on veut vraiment rêver et si on veut se faire plaisir, on peut penser au plasmide et toutes les technologies recombinantes. Il y a à peine quelques dizaines de mois, je vous aurais dit, c'est un avenir lointain. Aujourd'hui, je suis personnellement vacciné avec un RNA recombinant. Donc, pourquoi pas adapter ces techniques qui auraient mis des années à se développer et qui finalement, il faut bien que la crise sanitaire aujourd'hui et quelques petits impacts positifs, eh bien aujourd'hui ces techniques se sont développées à une vitesse grand V et donc sûrement que d'autres pans de la médecine hors Covid vont en bénéficier et notamment dans la pathologie de cornée, pourquoi pas dans certains traitements pour les cellules souches et des insuffisances en cellules souches ou autres, que sais-je. Voilà, donc si vous me demandez de rêver, voilà certains de mes rêves.